souhaite la bienvenue. Ça fait à peu près un mois là, qu'on n'a pas eu la visite de notre conférencier qui est parti faire une petite tournée en Amérique du Sud. Et à soir, on a le plaisir de l'avoir avec nous autres pour une conférence qui va s'intituler Le couple nouveau ou le couple dans le verso. Sans plus tarder, on va accueillir Daniel Kem, s'il vous plaît. Ouais, je suis rendu avec une nouvelle technologie. E.T. Fait que si vous m'entendez pas, moi je m'entends bien. J'ai remarqué que dans la salle, il y en a qui sont plus bronzés que moi. C'est gênant pas mal. Je m'en vais à l'équateur, puis les autres ils vont juste pas loin. Puis... Daniel, peut-être à soir, avant de commencer le sujet de la conférence de ce soir, si, tu nous ferais peut-être juste un petit aperçu, peut-être, est-ce que c'est difficile de vivre le contraste de, bon, ce que tu viens de vivre depuis un mois, c'est une expérience directe, alors que là, tu as de nouveau à soir pour entrer en communication avec nous autres, à repasser par la parole. Pourrais-tu nous parler un petit peu de cette Non, transition-là? disons qu'avec les personnes avec qui j'ai voyagé, j'ai dû souvent me servir de la parole. Alors, ce qui fait qu'il n'y a pas tellement de transition entre ce que j'ai fait, surtout que le travail qu'on a fait pendant un mois au Pérou, moi et 5 professeurs de PMC, c'était un travail qui était presque exclusivement ésotérique, ou disons psychologico-ésotérique. Alors, ce qui fait qu'il n'y a pas de transition entre ce que je faisais avant, ce qu'on a fait là-bas au Pérou, et ce que je vais faire, en termes de parole. Évidemment, il y a eu beaucoup de changements, étant donné que moi, j'attendais, si on peut dire, ce voyage pour pouvoir arriver à transformer certaines choses, c'est-à-dire à finaliser certaines transformations chez moi. Et les personnes qui sont venues avec moi ont eux aussi dû achever certaines transformations. Maintenant, au niveau du travail ésotérique, le travail d'intégration de ce voyage va se terminer d'ici quelques semaines. Alors, je vais, à un moment donné, parler ésotériquement de ce voyage au Pérou, mais sans doute lors de la première conférence du mois de janvier, qui serait sans doute intitulée Le travail planétaire. Je ne peux pas en parler avant, non pas pour créer du mystère. De toute façon, certaines personnes m'ont dit que j'en avais suffisamment créé avant mon départ, parce que je ne voulais pas parler de mes raisons, disons, pour lesquelles j'allais au Pérou. Et il faut comprendre simplement que lorsque l'homme travaille, prenons juste l'exemple de beaucoup d'hommes d'affaires qui savent par expérience que lorsqu'ils ont une nouvelle idée, ils ne doivent pas en parler. Et ceux qui souvent parlent de ce qu'ils veulent faire en affaires, souvent se rendent compte que ça n'aboutit pas. Et on a plusieurs personnes qui vont, parce qu'ils ont expérimenté le mécanisme du silence, vont découvrir que lorsqu'ils ont quelque chose de neuf à apporter, ils se taisent tant que ce n'est pas cristallisé dans la matière, c'est-à-dire tant que ce n'est pas en train d'être créé ou tant que ce n'est pas terminé. Les mécanismes qui font que lorsqu'une personne parle trop, revire contre elle, c'est-à-dire l'empêche d'aboutir dans ce qu'elle veut faire, sont des mécanismes de manipulation astrale, chose que nous abordons couramment ici. Alors si j'explique un peu plus clairement de quelle façon l'homme se fait manipuler par sa propre parole. Sachons d'abord que l'homme peut apprendre en parlant. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'homme a une parole, non pas seulement pour communiquer ses propres idées à quelqu'un d'autre, mais surtout pour se communiquer à lui ce qu'il ne connaît pas par l'expérience. Qu'est-ce que c'est communiquer ses propres idées à quelqu'un? Cela veut dire que si nous avons un circuit fermé comme la planète Terre, ou si nous le rapetissons à l'ensemble de la salle ici ce soir, cela veut dire qu'à partir de mes mémoires, je parle. Ce n'est pas ce que moi je fais. Mais normalement, c'est ce que l'homme fait. J'amène donc des nouvelles choses dans l'air pour vous, mais ce sont des choses anciennes pour moi. Vous les écoutez, vous les mélangez et vous parlez. Ce qui fait qu'après 10 ans de parole entre nous, on connaîtra tout ce que tout le monde connaît et l'évolution ne pourra plus apparemment se poursuivre. Alors si on a une discussion, prenons le couple, l'homme et la femme qui vivent ensemble. Après quelques années, ils découvrent qu'ils n'ont plus rien à se dire. Pourquoi n'ont-ils plus rien à se dire, selon eux?
parce qu'ils ne communiquent que leur mémoire, que leurs émotions à l'autre. L'autre fait la même chose et il vient un temps où l'on se connaît tellement qu'on n'a plus rien à se dire. Et ça devient plate. Parce que l'homme et la femme, lorsqu'ils ont commencé à être couple, avaient l'impression qu'ils apprenaient l'un de l'autre. Ils n'apprenaient pas, ou presque pas. Ils s'échangeaient une expérience. Et lorsque les deux connaissent l'expérience de l'autre à fond, savent comment il réagit aux différents événements, alors ils ont l'impression tous les deux qu'ils n'ont plus rien à se dire et ça devient plate. Ça devient moche. La communication, elle permet à l'homme de communiquer avec lui, bien avant de communiquer avec un autre. Et lorsque l'homme pense, lorsque je parle de la conscience collective, je parle de ce que ésotériquement nous appelons l'astral collectif, c'est-à-dire la mémoire matérielle qui enregistre tout ce que l'homme fait, tout ce que l'homme dit, tout ce que la matière fait. Et je donne souvent l'exemple, pour ceux qui ne comprennent pas que la matière puisse enregistrer, que les cassettes audio que nous vendons ici sont des parcelles de matière qui ont enregistré une parole, que les cassettes vidéo sont encore une fois de la matière qui enregistre une mémoire d'un événement. Et c'est la même chose pour un tissu qui conserve une odeur, c'est la même chose pour une photo. Par contre, on doit avoir un révélateur, c'est-à-dire qu'on doit avoir le bon appareil pour pouvoir lire ce qui est enregistré, ce qui est l'apanage de l'homme nouveau, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'homme, vous autres, toute l'humanité, plus tard, va être capable de pouvoir révéler à sa propre conscience ce qui a été mémorisé par la matière. Alors, à un moment donné, vous devenez capable d'écouter des choses qui ont déjà été dites, de voir des choses qui ont déjà été vécues, de sentir des choses qui ont déjà été émises. Vous êtes capable de savoir les choses du passé. Et c'est d'ailleurs ce que vous faites régulièrement quand vous fouillez dedans votre mémoire. Mais cette connaissance, même si elle est recherchée par beaucoup d'écoles traditionnellement ésotériques, cette connaissance, elle est extrêmement limitée parce qu'elle ne contient que ce qui a été fait. Et elle ne peut pas contenir ce qui sera. Et elle ne contient même pas ce qui est. Elle ne contient que ce qui a été. Cette mémoire, elle permet, c'est-à-dire qu'étant captée par l'être humain consciemment ou inconsciemment, consciemment, la personne se détermine clairvoyant ou clairaudient. Et inconsciemment, elle ne sait pas ce qui lui arrive, mais tout d'un coup, elle a une idée. Et elle se rend compte qu'une autre personne a la même idée qu'elle en même temps. C'est normal, les deux ont perçu simplement ce qui se promenait dans l'air, dans l'astral, et les deux l'ont conscientisé, c'est-à-dire qu'ils en ont pris conscience, et ils croient qu'ils ont réfléchi. Et lorsque l'homme est manipulé par la conscience collective, c'est qu'il embarque dans le nuage mémoriel de l'expérience d'une collectivité ou d'une société, et il croit réfléchir. Alors, pour lui, la pollution n'est pas dangereuse, jusqu'au jour où plusieurs personnes pensent que c'est dangereux, et soudain l'homme prend conscience que c'est dangereux. L'homme, en réalité, est manipulé par la conscience collective qui, à un moment donné, vient le pénétrer et finit par l'entourer de façon à ce que l'homme baigne dedans. Parler de certaines choses, c'est instruire cette mémoire. Et instruire cette mémoire, cela veut dire donner la possibilité à cette mémoire qui nous fait penser, parce que l'homme pense qu'il pense. L'homme pense à partir de ses mémoires, à partir aussi de ce qu'il va lire, donc de la mémoire collective, à partir de ce qu'il va entendre, donc de la mémoire collective, à partir de ce qu'il va voir, visionner, donc toujours à partir d'une mémoire collective. Et si moi je dis, par exemple, je vais changer, il y a certains défauts que j'ai, je vais les transformer, ben, j'instruis simplement la mémoire extérieure de mes faiblesses. Et cette mémoire extérieure va faire en sorte que mes faiblesses, je les conserve. Lorsque j'expliquais que le positivisme était une maladie similaire au négativisme, parce que au lieu de voir la vie en noir, on la voyait en rose, toujours au lieu de la voir comme elle est. Lorsque l'homme dit « je me sens mieux », pourquoi un homme dit-il « je me sens mieux » ? Parce qu'il se sent mal. Donc, il n'exprime pas qu'il se sent mieux, il exprime qu'il se sent mal.
Et c'est cela qui est mémorisé. Et à un moment donné, la personne se fait charrier, elle se fait manipuler par tout ce qu'elle a cru vouloir faire, cru vouloir dire, et qui, en fin de compte, n'aboutit jamais. Alors, ce voyage au Pérou, il a été fait pour différentes raisons. Raisons que je ne peux pas dire, non pas parce que vous n'êtes pas prêt. La question n'est pas là. Parce que la mémoire astrale, parce que ce qui manipule les collectivités, parce qui, à un moment donné, pourrait nous revenir dessus pour nous empêcher d'aboutir dans ce qu'on a commencé, ben, je ne veux pas l'instruire. Quand ce sera terminé, je l'instruirai. Et on instruit par la parole. Donc, je ne peux pas parler. Alors, ce n'est pas question de mystériosité ou de quoi que ce soit, c'est question d'intelligence. Et évidemment, une personne qui ne voit pas clairement les mécanismes même de l'enregistrement mémoriel des plans psychologiques collectifs, ou de l'astral, pour résumer, ne peut pas comprendre le sérieux de ce que je dis. L'homme qui a des idées, la femme qui a des idées n'aboutit à peu près jamais parce qu'elle parle trop. Et savoir se taire, c'est connaître les mécanismes de l'instruction des plans psychologiques. Alors, lorsque je me tais, je garde mon énergie et je suis le seul à savoir. Et à un moment donné, ça l'aboutit. Mais lorsqu'on en parle à tout le monde, on crée un remous dans la conscience collective. Et si ce que l'on veut faire doit être fait sérieusement, on ne peut pas en parler à tout le monde parce que ça va devenir de la politique, ça va devenir une mode, ça va devenir un leitmotiv collectif, ça va devenir un but à atteindre sans savoir pourquoi. Alors on n'en parle pas. Lorsque l'homme évolue, lorsque l'homme se conscientise, l'homme finit par découvrir le piège, le danger de trop parler. Tout ce que vous dites, on le sait, peut être tenu contre vous. Et c'est vrai dans tout ce qui enregistre mémoriellement, pas juste la loi. Tout. Alors, c'est la seule raison, disons, qui fait que lorsque le travail d'intégration de ce voyage au Pérou va être terminé en ce qui concerne les professeurs du programme Être contrôleur qui sont venus avec moi, eh bien, sans doute la première conférence que je vais donner en janvier, le travail planétaire, ben là, évidemment, il n'y aura plus de problème. Alors, le mystère sera fini s'il y a eu mystère. Si on relie la conférence de ce soir à les 3 dernières que tu as faites, où tu as parlé de l'homme nouveau, la femme nouvelle et l'enfant du Verseau, bon, le couple nouveau, ce n'est pas seulement un amalgame d'un homme et d'une femme, parce que chacun garde son individualité, finalement, dans le couple nouveau. Tu pourrais-tu faire une petite prolongation Disons, dessus? premièrement, ceci. L'homme a été obligé, quand je parle de l'homme, je parle de l'humanité, donc je parle de l'enfant, de la femme et de l'homme, du mâle. À un moment donné, on va expliciter un peu plus clairement les mécanismes qui ont poussé l'homme à venir se matérialiser sur la planète Terre. Les énergies dans l'Antiquité, on pourrait même se rapprocher d'un continent qui s'appelait Lémurie à l'époque, là où la genèse de la Bible va commencer, où on va avoir une séparation des sexes, c'est-à-dire où supposément qu'un être divin va créer la femme à partir de l'homme. En réalité, il va créer l'homme à partir de l'humanité et la femme à partir de l'humanité. Antérieurement, il n'y avait ni femme ni homme, il y avait l'être humain, qui était androgyne ou par la suite hermaphrodite, c'est-à-dire qu'il avait les deux sexes, et par après, on a eu une sexualisation plus complète, donc création des sexes. Dans cette époque, très loin, des énergies particulièrement intelligentes qui aujourd'hui peuvent être captées par l'être humain, énergies que nous appelons, parce qu'on doit les nommer pour communiquer, énergie supramentale, ont obligé l'homme à ignorer complètement et totalement le pourquoi de son expérience planétaire. L'homme est extrêmement puissant, mais l'homme ne le sait pas. Pourquoi il ne le sait pas? Parce qu'il a été instruit qu'il était médiocre. Un de mes amis qui est médecin disait un jour en conférence, et je le cite parce que c'est extrêmement bien expliqué et ça lui revient, que l'homme a été dressé comme l'homme dresse les éléphants. Alors un jour, on a placé l'homme extrêmement puissant dans un contexte très limité. Et on l'a instruit par la force qu'il n'était capable de rien faire. Mais l'homme se luttait à une autre partie de lui, ce que on peut appeler l'esprit. Et l'ego de l'homme, la psychologie de l'homme ne pouvait pas gagner contre l'esprit de l'homme.
Lorsque l'être humain aux Indes ou en Afrique capture un éléphant sauvage, il plante un immense pieu dans le sol et il le plante profondément. À ce pieu, il attache une grosse chaîne et il la passe autour de l'une des pattes de l'éléphant. Alors l'éléphant veut s'enfuir et l'éléphant est extrêmement puissant. L'éléphant ne part pas. Il ne peut pas arracher le pieu et il ne peut pas casser la chaîne. C'est ce qui est arrivé à l'homme. Plus l'éléphant s'habitue à sa chaîne, plus on peut réduire la grosseur de la chaîne. Jusqu'au jour où, pour empêcher un éléphant de s'en aller, on plante un clou dans le sol, une petite corde après sa patte, et l'éléphant, sentant la corde, est convaincu qu'il a une chaîne. Il n'essaie même pas de la briser, parce qu'il est convaincu qu'il ne peut pas la briser. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit des éléphants qui sont dressés, on les attache avec une corde après un petit poteau planté dans la terre, et l'éléphant reste l'esclave. Parce qu'il se refuse de croire qu'il est capable de s'en aller au nom de sa foutue mémoire qui lui dit qu'il a déjà essayé. Mais les choses ont changé, et l'éléphant, lui, ne veut pas changer. Il reste aussi puissant qu'il l'est, mais convaincu de son impossibilité de briser la chaîne, qui en réalité maintenant est une corde, sinon une ficelle. L'homme, dans l'Antiquité, a été dressé à être médiocre et c'est nécessaire. Cela a été nécessaire parce que l'homme n'aurait jamais voulu tenter l'expérience planétaire, expérience matérielle, qui amène l'homme à découvrir, à expérimenter, à explorer le degré très inférieur vibratoire de la matière, ce qui fait que l'homme est l'un des êtres les plus importants de notre galaxie. L'homme médiocre refuse de penser qu'il est important. Il est important pour lui, mais ce n'est pas de cette importance que je parle. Il a une importance évolutive. L'homme va donc devoir se procréer parce que l'ego, mémorisant l'expérience, ne veut pas mourir. Et pour que l'homme puisse évoluer, le corps physique doit mourir. En réalité, sachez bien que le corps physique est détruit par l'ego. C'est vous qui tuez votre corps physique. Ce n'est pas le corps physique qui meurt suite à une loi particulière que l'homme appelle la vieillesse. Lorsque vous vieillissez psychologiquement, lorsque vous devenez plus mature, disons, ou plus adulte, vous avez sans doute déjà remarqué que votre caractère de visage changeait, que vos lignes de main changeaient. De ce fait, vous êtes capable, par la chiromancie, par la lecture des lignes de la main, de connaître votre psychologie. Par votre écriture, de connaître votre psychologie. Par les lignes de votre visage, de connaître votre psychologie. Cela veut dire que votre psychologie transforme votre corps. Et au fur et à mesure que votre psychologie vieillit, elle s'identifie tellement au corps physique qu'elle l'oblige à vieillir. Et lorsque la psychologie est obligée d'être digérée par l'astral planétaire, donc lorsque cette psychologie doit mourir, elle est convaincue qu'elle doit aussi faire mourir tout ce dans quoi elle s'identifie, alors elle tue le corps physique. Et on appelle ce processus le vieillissement. Alors qu'on sait très bien que si, comme j'ai déjà expliqué, une personne assez âgée peut mettre un enfant au monde qui aura une vitalité d'enfant, qui aura des cellules d'enfant, une peau d'enfant, une vitalité, une vie d'enfant, tandis que la personne qui l'engendre et qui le met au monde a peut-être 45 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Alors la personne, elle est vieille, elle est flétrie, elle n'a plus la vitalité qu'elle avait, sa peau ne se reproduit plus comme elle le faisait, elle est quand même capable de mettre un enfant au monde qui aura tout, la qualité de l'enfant viable, vivant et énergétiquement vital. Alors donc, la vie reste chez l'homme, la vie reste chez la femme, mais il y a quelque chose chez l'homme qui vient puiser cette vie pour que le corps physique vieillisse. La psychologie du couple nouveau, elle sera totalement différente de la psychologie du couple présent. Rares sont les couples qui vont s'unir parce qu'ils ont une raison intelligente de s'unir. Ils vont s'unir parce qu'ils ont souvent une raison émotive de s'unir.
l'homme, le mâle, n'est pas exclusivement là pour pouvoir assouvir le besoin psychologique, le besoin émotif de la femme. Et la femme n'est pas là exclusivement pour assouvir le besoin d'énergie vitale de l'homme, ce qui va être échangé par des relations amoureuses et sexuelles. Ceux qui sont déjà en couple peuvent un jour redevenir un couple. C'est-à-dire que le couple présent peut, à un moment donné, devenir un couple nouveau. Mais ceux qui sont en couple et ceux qui ont été en couple savent très bien que plus ils se conscientisent, plus le couple nuit à la conscientisation. La majorité des femmes qui viennent seules ici, leur mari ne veut rien savoir. Et la majorité des hommes qui viennent seuls ici, leur femme ne veut rien savoir. Et ceux qui pensent qu'ils sont seuls, non. Ceux qui viennent ici en couple sont rares. Les autres sont seuls. Ceux qui n'ont pas d'amis sérieux, ceux qui ne sont pas mariés, ont beau chercher, ne trouvent pas facilement. C'est normal parce que la psychologie de l'homme nouveau, la psychologie de la femme nouvelle fait en sorte qu'ils veulent s'unir parce qu'ils ne comprennent pas toutes les raisons intelligentes de l'utilité de l'union, mais ils veulent s'unir que lorsqu'ils comprendront ou lorsqu'ils auront des raisons intelligentes de s'unir. Or, ce qui fait que le couple nouveau ne s'unira pas pour le corps physique, en termes de couple. Mais attention, il pourra peut-être engendrer en déterminant les corps physiques. C'est-à-dire qu'il pourra peut-être procréer avec une personne, mais vivre en couple avec un autre. Et ce que je dis ce soir peut être extrêmement difficile à comprendre, cela peut même être violent. Vous y réfléchirez, mais à un moment donné, vous allez voir qu'effectivement, c'est la solution. Lorsqu'un homme et une femme ont une intégrité vibratoire similaire au niveau du plan astral, donc au niveau du plan psychologique, ils peuvent s'unir. Alors ils vont dire tous les deux, nous nous aimons. On peut dire, nous nous aimantons. Nous nous attirons. Parce que l'amour, c'est une loi d'attraction qui existe dans le plan de la matière, dans le plan de l'énergie vitale, dans le plan de l'énergie psychologique ou astrale, comme dans le plan de l'énergie mentale. Lorsque nous nous attirons, donc lorsque nous nous aimantons, nous avons de l'attirance l'un pour l'autre. Nous avons, je suis attiré. Et cette attraction, si elle n'est que d'ordre psychologique, crée un lien. Et ce lien nous attache à la personne. On est attaché à elle. Et on ne peut pas mieux dire. Parce que sachez que la langue, elle est créée par l'énergie mentale chez l'homme et elle oblige l'homme à communiquer, même inconsciemment, d'une façon toujours très claire. Et effectivement, l'amour psychologique entrave l'homme. Elle attache l'homme. Elle attache la femme et elle détruit deux êtres libres. L'amour intelligent comprend la liberté individuelle et la nécessité de l'espace individuel pour pouvoir permettre à chacun des deux personnages du couple de pouvoir rester ce qu'ils sont et ne pas former un seul être. Un seul être chez qui un jour naîtra un conflit d'ego, un problème dans le couple. Sachez bien que vous n'avez pas de compromis à faire pour fitter avec quelqu'un. Le couple ancien s'aime parce que ça marche. Et un jour, ça marche moins. Et au nom de la mémoire que nous avons du jour où ça marchait, on veut faire des compromis pour essayer de ne pas briser ce qui déjà n'existe plus. S'il y a des enfants entre l'homme et la femme, c'est peut-être une raison intelligente de poursuivre l'initiation par le couple. L'homme ancien est tellement manipulé par la conscience collective qu'il croit moral de se détruire mutuellement au nom d'une union qui a été faite par l'homme et qui peut aujourd'hui, même l'Église le reconnaît, être dissous par l'homme. Le couple nouveau
une chose importante, c'est que ce n'est pas parce que vous voulez devenir des êtres nouveaux qu'il faut que vous chambardiez toutes parce que je dis des choses. De toute manière, tout l'homme, aussi ancien soit-il, un jour va finir par devenir un homme nouveau. Et ce n'est pas un but à atteindre, le fait d'être un homme nouveau. Je parle d'hommes nouveaux, je parle de femmes nouvelles, je parle d'enfants nouveaux, pour définir, pour aider à comprendre quelque chose. Lorsque vous rencontrez votre fils et qu'il a l'air tout à fait débile, qu'il a l'air d'un extraterrestre, ben c'est simplement que c'est un enfant nouveau. C'est pas un génie, c'est un enfant qui a une conscience différente de la vôtre et qui va donc voir des choses différemment. Alors, on ne doit pas faire de notre enfant un enfant nouveau, on ne peut pas. Il voit la vie comme il la voit. Mais si un jour il la voit et qu'il vous fait peur en la voyant, c'est que c'est un enfant nouveau et que vous êtes un homme ou une femme ancienne. Mais à un moment donné, la vibration de votre enfant va finir par faire monter la vôtre et vous allez finir par penser qu'il n'est peut-être pas si fou que ça. Alors, on ne doit pas vouloir devenir un homme nouveau. J'explique ces principes de façon à permettre à ces êtres qui ne sont pas nombreux encore, de plus en plus nombreux, à cesser de se suicider, de se jeter en bas des ponts, à cesser de penser qu'à un moment donné, ils sont fous, à cesser de boire ou de se droguer pour oublier, à cesser de se coller l'oreille sur une radio pour cesser de réfléchir, ou à cesser de rechercher quelque chose de collectif où ils pourront être intégrés comme étant normal. C'est normal d'être anormal. Lorsque tout le monde est normal, tout le monde est pareil. Si tout le monde est pareil, il y a pas mal de monde qui ne servent à rien. Non, c'est vrai. On est 8 dans une compagnie. Alors, on pense tous de la même manière. Ben, il y en a 7 de trop. Lorsqu'on sera 8 à penser différemment, ben là, quand j'ai pas la solution, l'autre l'aura. Mais si on est 8 à penser pareil, je lève la main, tout le monde la lève, ben il y en a 7 de trop. C'est pas moi. Lorsque la femme nouvelle et l'homme nouveau, et je dis bien que dans un couple qui présentement existe, à un moment donné, il peut devenir nouveau, le couple, parce que l'homme change à un moment donné, la femme change à un moment donné, et on comprend des choses. On a plusieurs couples qui faisaient le PMC dans le début, et qui maintenant sont des couples qui voient tout différemment. Et ils ont progressé ensemble. Pourquoi l'homme et la femme vivent-ils en couple? Pourquoi l'homme et l'homme vit-il en couple? Pourquoi la femme et la femme vit-elle en couple? Parce que le couple, c'est deux personnes qui sont reliées par certains liens affectifs. Ces liens d'attraction peuvent être d'ordre biologique. Elles peuvent être d'ordre vital. Elles peuvent être d'ordre psychologique. Et rarement, mais de plus en plus, elles peuvent être d'ordre mental. Et parce que nous voyons deux hommes ou deux femmes, donc deux homosexuels ou deux lesbiennes s'en aller ensemble, tout notre contexte moral en mange un coup. Lorsque je dis que l'amour humain est un amour qui aime, et c'est pourquoi je dis que c'est une farce, parce que l'amour n'aime pas. Alors regardez l'amour humain d'un homme ou d'une femme pseudo-normale qui regarde deux hommes s'en aller ensemble et il dit non, mais comment ça se fait? Il peut même pas les aimer parce qu'il n'arrive pas à comprendre qu'eux autres s'aiment. L'amour psychologique est un amour humain. C'est l'ombre de l'amour. Et il aime, c'est-à-dire que mon amour aime. Alors j'aime telle personne, j'aime telle personne, donc j'exclus pas mal de monde. Et l'amour qui aime est un amour qui choisit. Et l'amour qui choisit est un amour qui exclut. Parce que si elle n'exclut rien, elle ne choisit pas. Elle prend tout. Elle n'aime plus. Lorsque deux êtres humains pensent qu'ils doivent vivre ensemble, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, que ce soit un homme et une femme, c'est sûr que ça fait des enfants plus forts quand il y a un homme et une femme. Mais on ne doit pas simplement regarder l'accouplement. Au niveau de l'homme nouveau, du couple nouveau, il n'y aura plus d'homosexualité ou de lesbianisme. Et il n'y aura plus non plus de couple hétérosexuel en amour par-dessus la tête. C'est-à-dire là où la tête est écrasée pour plus réfléchir.
Ça veut dire un amour pas de sa tête. Qu'est-ce qui fait que l'homme, que la femme, lorsqu'elle se conscientise, veut s'unir? Parce qu'à un moment donné, l'homme est capable d'aimer comme la femme. Même s'il a une prépondérance au niveau d'énergie vitale, comme on l'a déjà vu lors de la conférence La psychologie de l'homme nouveau, même si l'homme est de prime abord plus sexuel qu'émotif, qu'est-ce qui fait que lorsque l'homme se conscientise, il est capable d'aimer comme la femme, tout en restant un homme sexuellement? Qu'est-ce qui fait que lorsque la femme se conscientise, elle est capable de développer un échange d'énergie vitale, une sexualité, même si elle a une prédominance au niveau de l'amour psychologique? Et là, on va rire, à un moment donné, on va dire, oui, mais l'homme, il finit par aimer psychologiquement, et un jour, ça devient souvent un homosexuel, qui n'a pas besoin de relations sexuelles, qui a besoin d'affection. Lorsque le couple nouveau s'unit, ils s'unissent parce qu'ils ont un travail à faire ensemble, pas parce que physiquement ils se plaisent. Ils s'unissent parce que c'est intelligent et écologique, c'est-à-dire que les deux vont pouvoir travailler plus rapidement, plus facilement. Pas parce qu'ils s'aiment psychologiquement. Et si on dit, oui, mais c'est plus de l'amour, c'est vrai, c'est plus de l'amour psychologique. Ça va vouloir dire que si vous avez un enfant, à un moment donné, vous allez comprendre un jour l'intelligence de ce que c'est un enfant. Parce que l'humanité actuelle ne sait pas ce que c'est un enfant. On pense que c'est une possession. Mais on ne sait pas ce que c'est un enfant. On ne connaît même pas l'importance réelle au niveau de l'évolution planétaire de ce que c'est qu'un enfant. Pourquoi on devrait avoir un enfant, ou 2 ou 3, ou 15 ou 20, dépendant des personnes? Pourquoi et qu'est-ce que c'est un enfant? Si vous aimez d'une façon nouvelle, vous allez comprendre l'intelligence d'aider l'enfant. De l'aider pour qu'il devienne ce qu'il est. C'est-à-dire pour qu'il puisse raffiner son corps physique de façon à exprimer ce qu'il est, pas devenir, de façon à pouvoir l'exprimer. Mais souvent, si on aime de façon émotive, c'est notre enfant, il est beau, il est plus fin que les autres. Pas devant lui, c'est un débile, mais devant nos voisins, il est plus fin. Parce que lui, on ne dit jamais, c'est pas nécessaire, lui on l'engueule, mais nos voisins, on le dit. Et puis à un moment donné, quand l'enfant veut faire quelque chose qui ne plaît pas à notre morale, on l'aime. Alors on lui donne des claques. On le remet dedans notre morale, parce qu'on l'aime. L'amour psychologique. Et lorsque l'enfant a 17 ans, 16 ans, ou 18 ans et qu'il veut s'en aller, on l'aime. On l'a tellement attaché, on l'aime, on veut pas qu'il parte, on veut pas qu'il parte. Quand il part une partie de nous autres, parce qu'on se tient après. Puis si l'enfant est assez puissant pour s'en aller, il vous arrache les 2 bras, puis là, vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Puis là, on tourne en rond dans la maison pour qu'on ne comprenne plus, on cherche, qu'est-ce qui manque? On aime. J'appelle pas ça de l'amour, moi, j'appelle ça de l'amour psychologique, appelez ça comme vous voulez, mais moi, c'est pas de l'amour, c'est pas l'amour que moi je vis. Le couple nouveau aime d'une façon non limitative, non attachée. Alors l'enfant, on l'aime, et l'enfant s'en va, l'enfant s'en va, c'est tout. L'amour psychologique n'aime jamais quelqu'un pour lui, il aime toujours quelqu'un pour nous. Alors lorsque le couple nouveau s'unit, c'est parce qu'ils ont une raison intelligente de s'unir et non pas parce qu'ils s'aiment d'une façon psychologique, mais parce qu'ils s'aiment d'une façon intelligente. L'amour intelligent est extrêmement difficile à être compris par les personnes qui aiment d'une façon psychologique. Pour plusieurs raisons, dont 2 particulières. La première raison, c'est que lorsque vous prenez conscience que l'amour psychologique n'est peut-être pas parfaitement l'outil idéal pour vous amener à ce que vous recherchez et que vous appelez bonheur, la psychologie égoïque qui vous habite peut avoir l'impression à un moment donné qu'elle est complètement imbécile, bref, que vous êtes imbécile, niaiseux, puis ça fait 20 ans, 30 ans, 50 ans que vous faites charrier par une connerie. De ce fait, on va lutter et on va refuser d'accepter l'amour intelligent. Mais vous n'êtes pas niaiseux, vous n'êtes pas quoi que ce soit, ceux qui ne le comprennent pas, et ceux qui ne l'ont pas compris longtemps, absolument pas. Puis la journée qu'on comprend, tant mieux. C'est mieux comprendre tout de suite après 50 ans que de comprendre dans 3000 ans. Et l'autre mécanisme, c'est simplement l'ego qui veut posséder. Il appelle ça de l'amour. C'est vrai, l'amour, c'est de l'attraction qui attire même les choses qui le répulsent, c'est-à-dire les choses qui ne veulent pas être attirées.
Combien de personnes ont aimé quelqu'un et que l'autre ne les aimait pas? Et qu'ils ont quand même tout fait pour arriver à faire en sorte que les autres les aiment. D'ailleurs, je pourrais vous sortir un livre à un moment donné, un gros livre qui s'appelle... bon, je donnerai pas le titre, ça se vend encore en librairie. Et qui a 156 recettes pour réussir à pouvoir embouter quelqu'un que vous aimez pour qu'il tombe en amour avec vous. Ça, c'est la belle amour humaine. Tu avoir une question? Oui. Si on revient un petit peu en arrière, Daniel, il y a une chose qui est frappante, c'est que quand tu parles que l'homme nouveau ou l'homme transitoire a une possibilité, mettons exemple, d'avoir un enfant avec une personne et de vivre en couple ailleurs, c'est comme si chaque étage de l'être humain... Hein? Chaque étage de l'être humain tendait à se réaliser au maximum. Et donc, il utilise tout ce qu'il peut pour avoir le plus haut degré d'harmonie. Peu importe les conventions. Ou, Parlons de l'amour intelligent et du couple nouveau. Et ce que vous avez fait a été bien fait. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on parle de quelque chose de neuf, parce que c'est le temps. Que tout ce qui a été fait dans l'Antiquité, ça veut dire que j'ai mal fait, ça veut dire que j'ai... Non, absolument pas. C'était correct. Et c'est ce que vous avez fait qui vous permet aujourd'hui d'être où ce que vous êtes pour comprendre d'autres choses. Alors, il ne faut pas maudire ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est fait. Et puis, vous êtes maintenant ce que vous êtes parce que vous avez fait ce que vous avez fait. Souvent, quand j'explique des choses, on va dire « Ah, ça veut dire que les religions, de bord, ça nous a rien fait. Ça vous a amené ou ça nous a amené où ce qu'on en est. Ça nous permet de comprendre des choses que sans elles, on n'aurait jamais pu comprendre. Ça veut dire que les guerres, ben non, les guerres, ça nous amène où ce qu'on en est. Maintenant, on sait c'est quoi. On ne le sait pas encore tout à fait, mais on finit par le savoir comme il faut à un moment donné. Alors, on ne peut pas blâmer le passé. Le couple nouveau marche par intelligence. Est-ce que c'est intelligent? Pensez-y bien. Pensez-y d'une façon mentale. Pensez-y d'une façon neutre. Pensez-y. Même d'une façon aimante. Mais pas l'amour psychologique coloré avec tous vos fantasmes moraux et ces choses-là. Est-ce que c'est intelligent de mettre au monde un enfant qui va souffrir d'hémophilie? Un enfant que lorsqu'on lui donne une pichenote sur le bras, il se met à saigner puis il saigne sans arrêt. Non. Ben, si on aime un enfant, on ne s'organise pas pour qu'il y ait un corps hémophile. Si on ne peut pas faire autrement, puis on n'a pas le choix, puis on ne le savait pas, ben, la question ne se pose pas, il est au monde, puis on s'en occupe le mieux qu'on peut. Mais si on a le choix, ben moi, je veux qu'il ait les yeux bleus puis les cheveux blonds. Hémophile ou non, c'est pas grave. S'il a les yeux bleus puis les cheveux blonds, moi, ça me plaît. Là, quand il vient au monde, tiens, il a les cheveux blonds, mais ils sont frisés. Je pensais pas, je fais la direct, moi. Si parmi vous, il y a quelqu'un ici qui est cardiaque, donc qui souffre de déficience coronarienne ou cardiaque, que ses parents sont cardiaques, que ses arrière-parents sont cardiaques, que ses grands-parents sont cardiaques, puis que toute la lignée en arrière était cardiaque. Et que sa femme est cardiaque. Et que ses parents étaient cardiaques, puis que l'autre était cardiaque, puis antérieurement, bon. Ça crée qu'on a un homme et une femme qui sont cardiaques génétiquement. L'homme ancien va se dire, oui, on veut avoir des enfants. Parfait. Tu sais qu'ils vont être cardiaques. Ça, on le sait. Quand tu rentres à l'hôpital aujourd'hui, oui, bon, vous souffrez de ça, parfait, parfait. Avez-vous quelqu'un dans la famille qui est diabétique? Quelqu'un qui est mort d'une crise de cœur? Oui, on veut savoir. Parce que si oui, ben on va aller fouiller là. Il y a plus de possibilités que vous ayez ça. L'homme ancien, ben je fous de tout ça. C'est pas grave, ça. C'est pas grave. C'est un enfant pareil, puis à un moment donné, ça devient un adulte, puis à un moment donné, bon, il fait des pontages, puis on le rentre à l'hôpital, puis on le tripote, bon, oui, non, bon. Mais si on peut savoir, et aujourd'hui on peut savoir, je vous parle pas de ce que vous avez fait, vous ne pouviez pas savoir, puis moi non plus. Mais à un moment donné, quand on peut savoir, ben là, on dit pas, je suis pas pour changer, ça fait 15 ans que je fais mal, je sais pas pour commencer à bien faire. Ou encore, ah, ben ça fait 15 ans que je fais mal. Ben oui, ça fait 15 ans que tu as bien fait. L'homme fait ce qu'il peut faire de mieux. Mais lorsqu'il apprend d'autres choses, ben, lorsqu'il le comprend bien, c'est le temps qu'il commence à changer. Ce que je dis ce soir ne se fera pas demain matin, c'est dans 15, 20, 30, puis 50, puis 75 ans que ça va commencer à se faire un peu plus. Mais on commence à en parler, c'est le temps de commencer à en parler. Parce que si j'en parle dans 15 ans, ça va être dans 95 ans qu'on va commencer à en faire. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que moi, je suis qu'une femme, ma femme est cardiaque, moi je suis cardiaque, on est bien à marcher. Ça ne dérange pas. On a des médicaments qui nous aident, on a des nitros, on a de l'isordil, Je fais une vie normale. Mais j'aurais mauditement aimé mieux n'être pas cardiaque.
sans risque pathologique de devenir cardiaque. Alors, il y a deux choses. Le milieu peut m'y aider, l'éducation. L'éducation des enfants, l'éducation des adultes, c'est important. Vous aussi, vous pouvez commencer à vous éduquer. Il n'est pas trop tard. Des fois, c'est plus compliqué, mais il n'est pas trop tard. Mais là, je me dis avec ma femme, bon, ce serait le fun d'avoir un enfant. Et puis, je me dis, ce serait le fun, mais là, on va s'acheter une poupée à la place, y en vendre, puis on aura une poupée. Puis lorsque je pense que peut-être que je peux, moi, réellement arriver à éduquer, je suis, avec ma femme, un contexte idéal à l'évolution d'un enfant. Mais là, je commence à avoir une maudite raison intelligente d'avoir des enfants. Moi et ma femme, on est un contexte idéal. Nous autres, à l'intérieur de ce contexte, avec un enfant, on va pouvoir apprendre. Et lui, c'est officiel que le contexte que nous sommes va lui permettre d'être n'importe quoi. Mais lui. Mais n'importe quoi. Mais lui. C'est pas ça qu'on fait normalement. On veut que ce soit n'importe quoi comme médecin, avocat. C'est ça qu'on veut. Bon. Alors moi, je me dis avec ma femme, on est un contexte idéal pour l'évolution d'un enfant. Mais est-ce que c'est extrêmement nécessaire que cet enfant soit génétiquement relié à nous? Est-ce que c'est absolument nécessaire que cet enfant-là soit génétiquement relié à nous? L'homme ancien ne se pose pas la question, il répond oui. Parce que sinon, ce ne sera pas son enfant. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'enfants à Sainte-Justine, j'ai enseigné longtemps à plusieurs jeunes, et puis j'ai aussi des enfants. Et puis non, c'est pas nécessaire que l'enfant soit génétiquement relié à nous. J'ai eu bien plus d'enfants que tous les parents sur la planète. Puis j'ai même eu des enfants qui certaines personnes pensaient que c'était eux autres. Mais que les enfants pensaient plus qu'ils étaient à moi. C'est pas nécessaire. Il y a évidemment un avantage majeur de créer par la génétique un enfant, c'est-à-dire que lorsque nous avons des transformations évolutives et qu'un homme et une femme créent un enfant, automatiquement, ils lèguent à l'enfant tous leurs avantages évolutifs. Donc, l'enfant, en naissant, est déjà supérieur aux parents qui l'ont mis au monde à la même âge disons que quand l'enfant a 1 an, il est supérieur aux parents lorsque les parents avaient 1 an. Et c'est normal qu'à un moment donné, un enfant de 12, 13, 14 ans puisse vous enseigner des choses et vous fasse rougir pour la simple raison que vous lui avez donné ce que vous y aviez de mieux. Attendez-vous pas à ce que ce soit à 60 ans qu'il découvre. Il est supérieur à l'homme et à la femme qui l'engendre. C'est tout à fait normal. Sauf si l'éducation le limite et l'empêche de l'être. Ce qui est souvent le cas. Ça a un avantage de mettre un enfant au monde. Parce qu'on transmet, on lui lègue notre propre évolution. Et c'est comme ça que l'humanité évolue, de marche en marche. Mais on peut aussi léguer notre évolution par le milieu, par l'éducation, par le contexte. Et lorsque le couple nouveau s'unit, c'est parce qu'il crée un contexte d'évolution. Pas parce qu'ils s'aiment. Mais ils s'aiment mauditement plus. Ils ne se sépareront pas. Il n'y aura pas de chicane. C'est un contexte d'évolution, ils le savent. Lorsqu'ils vont prendre un enfant avec eux, soit en le mettant au monde, soit en l'adoptant, il l'aime mauditement plus que l'homme ancien. Parce que l'enfant va avoir le privilège de devenir lui. Et les parents, l'homme et la femme, ne deviendront pas un couple uni et un seul couple fusionné, puis les deux êtres qu'il y avait là avant qui s'aimaient disparaissent dans le couple. Là. Puis à un moment donné, il essaie de se retrouver, puis là, il se tapoche dessus pour se libérer. C'est pas ça. L'homme va rester lui. La femme va rester elle. Puis vous allez voir que, pourquoi qu'on dit souvent que avant le mariage, ça marchait, puis une fois marié, ça ne marche plus. Souvent. Et les couples qui s'accotent, souvent, vivent plus longtemps à côté que ceux qui se marient. Pourquoi? Parce que les deux restent eux autres. Alors, lorsque l'homme est jeune, lorsque l'homme fait du sport, lorsque l'homme a des petites conférences, lorsque l'homme va jouer au golf, l'homme joue au tennis, l'homme va à la chasse, la femme, elle trouve donc beau, fin, bien bâti, puis tout parfait, puis elle aime donc ça, un homme de même. Puis lorsqu'elle se marie avec cet homme-là, ben là, elle aimerait ça que c'est plus souvent à la maison. Fait que là, l'homme va plus à la chasse, l'homme fait moins de sport, l'homme commence à engraisser, l'homme perd ses muscles, l'homme commence à être bon. Là, la femme, elle n'est plus l'homme qu'elle a connu.
C'est la même chose pour l'homme. Il aime bien la femme comme qu'elle est, puis une fois qu'elle marie, ben là, il s'organise pour qu'elle soit plus ça. Il va garder. Et à un moment donné, il découvre que c'est plus elle. Mais c'est ça. T'es plus celle que j'ai connue. Ben non, mais à l'époque, moi, je sortais 5 soirs par semaine quand tu m'as connu. Ça me permettait d'être ce que tu aimais. Là, maintenant, ben, je sors une fois par semaine, puis c'est pour aller porter le courrier. Fait que là, ben là, évidemment, je suis plus comme j'étais, puis tu m'aimes plus. Le couple nouveau s'unit parce qu'il crée un contexte d'évolution, un cadre d'évolution. C'est beaucoup plus une expression de l'amour intelligent. Et lorsque moi, cardiaque, ma femme cardiaque, nous voulons avoir un enfant, ou bien nous adoptons un enfant, alors je vais voir quelqu'un, puis je lui dis que j'aurais besoin d'un enfant. C'est un moyen comme un autre. Quand il y en manque. Mais l'homme ancien ne peut pas comprendre ça. Ou bien encore, moi, je suis cardiaque, ma femme ne l'est pas. Mais toute ma lignée l'est. Alors, si je fais un enfant avec elle, un enfant sur 2 risque d'être cardiaque. Je parle de cardiaque, mais on a aussi un paquet d'autres maladies, que ce soit la syphilis, que ce soit un paquet de maladies qui sont génétiquement transmissibles. Alors, qu'est-ce que l'homme nouveau devrait penser? Selon vous, quelle serait la solution? Vous êtes un homme et une femme, un cadre parfait pour l'évolution d'un enfant et pour le vôtre. Parce que sachez que c'est pas nécessaire d'avoir un enfant. À un moment donné, on a un couple parfait, un cadre parfait d'évolution, et l'enfant n'est pas nécessaire. Alors, il n'y en a pas. Puis si à un moment donné, il y a un accident, puis il y en a un, bon, ben c'est pas un accident, on le prend, puis ça finit là. Puis on s'en occupe. Et on transforme le cadre d'évolution pour lui permettre à cet enfant-là d'être intégré dedans. Sinon, on va tous en souffrir. L'enfant comme les deux adultes. Mais si à un moment donné, on voit que l'ajout d'un enfant ou de 2 ou de 3 permettrait au cadre d'évolution d'être totalement bénéfique pour les enfants et pour les adultes, alors il y a donc intelligence d'avoir une famille. Mais si moi je suis pathologiquement transmissible et ma femme non, alors quelle serait la solution? Intelligente. Parce qu'on aime trop. Pour ne pas créer un enfant qui va souffrir toute sa vie, quelle serait la solution intelligente? Ben, c'est la solution que le couple nouveau va aborder. Pas parce que le couple nouveau est libéral, simplement parce que le couple nouveau est intelligent. J'aime pas mon enfant parce qu'il a les yeux bleus. Parce que lui est capable d'amener sur la planète Terre une énergie que moi aussi j'amène. Et parce que lui est capable d'expliquer des choses, de comprendre des choses et d'avancer seul. Pas besoin de moi. Même s'il a 6 ans, il n'a pas besoin de moi. C'est merveilleux. Alors, je l'aime pour la simple raison que lui et moi, on fait la même chose. Et moi, j'ai besoin de ma liberté, lui, il a besoin de la sienne. Quand on va s'unir pour faire un job, on fait un travail ensemble, puis notre union, elle est limitée. Quand le travail est fini, lui revient lui, moi, je reviens moi. Mais toujours, on va être capable de se respecter, de se rencontrer, de se parler, puis de travailler ensemble. Puis jamais on va s'haïr, ça n'existe pas, parce qu'on ne s'aime pas. Comme l'homme ancien aime. Alors, est-ce que c'est... Quelle serait... Je vous réponds pas, je vous laisse répondre. La solution, lorsqu'on a un des deux du couple qui a une maladie qui est génétiquement transmissible et l'autre qui ne l'a pas, lorsqu'ils veulent un enfant, quelle serait la solution la plus intelligente, la plus aimante? On a des hommes qui comprennent, on a sans doute des femmes aussi qui comprennent. Alors, on a une personne ici qui répond, je répète pour l'enregistrement, que la meilleure chose à faire serait d'aller chercher une personne du sexe opposé, qui a une évolution suffisante et qui va nous donner un enfant. Alors, automatiquement, si moi je suis cardiaque, ma femme ne l'est pas, alors ma femme va donc enfanter avec quelqu'un d'autre. Et l'enfant, nous, on s'en occupe, ça va de soi, on est le cadre. Et la génétique de ma femme qui est parfaite est transmise, et la génétique d'un autre qui est relativement suffisante est transmise. Et on va dire, ouais, ben c'est ce qu'on fait avec l'insémination artificielle de toute manière. On a des couples qui, à un moment donné, qui sont capables d'avoir des enfants et qui, à l'origine, ne pouvaient pas. Ça a été une grosse frustration mondiale quand ça a commencé. Mais il y a des enfants qui sont mauditement heureux et qui sont venus au monde comme ça. Mais le couple les attendait, était prêt. C'était pas un accident, hein, ils savaient en crime. Puis ils ont travaillé pour, puis ils ont énergisé pour.
C'est encore un mécanisme d'homme ancien, sans doute, qui les a amenés à faire ça. Mais on s'y rapproche. Pourquoi l'homme ancien qui aime tant n'est pas capable de s'occuper de l'enfant d'un autre? Il est capable un petit peu, mais c'est pas long que c'est un petit monstre. Pourquoi? Vous appelez ça de l'amour. Mais l'homme nouveau, non, absolument pas. Et l'homme nouveau, un enfant, c'est un enfant, puis un homme, puis une femme, c'est un homme, c'est une femme. C'est pas nécessaire qu'on le connaisse pour décider qu'on l'aime. Mais l'homme ancien a besoin de connaître quelqu'un pour l'aimer. Hein? Vous accueillez chez vous quelqu'un qui vont vous lui offrir à manger, puis à coucher, mais c'est votre oncle, c'est votre tante, c'est votre mère, c'est votre père, ça va bien. Mais quand c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui est mal pris, on va dire au nom de la morale, ou parce que ci, parce que ça, mais c'est au nom de quelque chose d'autre, hein, c'est pas en votre nom que vous l'accueillez. Mais plus souvent qu'autrement, au nom de n'importe quoi, on le laisse dehors. Au nom que c'est dangereux, au nom qu'on peut se faire violer, au nom qu'il peut nous voler, au nom que les assurances ne veulent pas, au nom que des choses. Et ça, c'est l'amour de l'homme ancien. Alors, le couple nouveau, qu'est-ce qui est primordial à retenir dans cette essence même du couple nouveau? C'est de voir l'intelligence de créer un cadre d'évolution. Pas de créer un foyer. Un foyer, vous savez comment ça marche. Il faut toujours rajouter du bois. Ça brûle. Des fois, ça brûle trop. Des fois, ça brûle pas assez. La cheminée s'encrasse toute. Ça bouche. Il faut toujours qu'une troisième personne s'en mêle pour déboucher la cheminée. Alors, quand on crée un foyer, comme on faisait dans l'ancien temps, c'est pas bon. Lorsqu'un homme, lorsqu'une femme vont s'unir, il faut qu'ils comprennent l'intelligence de ce qu'ils font pour créer un contexte d'évolution qui va être bénéfique aux deux. Lorsque le contexte n'est plus bénéfique aux deux, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas compliqué. On n'attend pas 50 ans, on n'attend pas 25 ans, on n'attend pas 30 ans, on n'attend pas 5 ans. Mais si l'homme s'unit parce qu'il est amoureux, il peut se séparer inintelligemment parce qu'il est haineux. Mais lorsque le couple s'unit par intelligence, c'est bien rare qu'un couple, à un moment donné, découvre qu'il n'y a plus d'intelligence à rester ensemble. Bien rare. Mais les couples anciens, par exemple, s'amusent. Mais le couple nouveau, non. Pourquoi? Parce que vu que j'ai pas une attraction majeure, je cours pas après une femme, puis les femmes courent pas après les hommes. Si à un moment donné, j'ai trop de libido, je m'arrange. La femme aussi. Mais je cours pas, puis je me marie pas, puis etc., etc. J'ai un de mes amis, d'ailleurs, à un moment donné, qui a défroqué complètement. Il s'est marié parce qu'il ne pouvait pas coucher avec une femme autrement que s'il était marié. Alors, il s'est marié, puis là, il couche avec sa femme. Mais il y a un autre problème, c'est qu'il ne peut pas coucher avec sa femme autrement que pour faire des enfants. Alors, ils ont plein d'enfants. Mais oui. Puis la femme, là, elle est rendue, dernièrement, il y en avait 4, puis je suis pas sûr si c'était pas enceinte. C'est ridicule. Alors, il aime Dieu. Je sais pas s'il aime Dieu, mais je sais pas si Dieu l'aime, en tout cas, lui. Parce que... Si l'homme nouveau, la femme nouvelle, crée un contexte d'évolution, c'est officiel qu'ils n'auront pas à le casser à un moment donné. Parce que c'est pas de l'amour psychologique, c'est pas de l'attraction, c'est pas de la galipote. À un moment donné, un homme rencontre une femme et 2-3 mois, 2-3 jours, 2-3 ans après, ils travaillent ensemble pour la même chose. Alors, pourquoi faudrait qu'on paye chacun un loyer? Bon, alors, on s'en vient ensemble, mais moi, je continue ce que je fais, tu continues ce que tu fais. Mais on s'est unis parce qu'on faisait la même chose. Moi, j'aimais jouer au tennis, t'aimais jouer au tennis. J'ai pas commencé à vouloir aimer jouer au tennis parce que tu aimais jouer au tennis, puis je vais te courir après. Moi, je fais ce que je fais, toi, tu fais ce que tu fais. Tu sais, quand tu vois une femme la première fois ou un homme la première fois sur un court de tennis, tu dis, tiens, il aime jouer au tennis. Mais oublie. Un jour, tu vas chasser, puis tu rencontres avec un fusil. Tiens, elle aime chasser. Mais oublie. Un jour, tu vas à la pêche, puis tu rencontres qui pêche. Mais là, vous avez peut-être plusieurs points communs. Alors là, peut-être que là, ça peut faire un couple qui ne se lâchera pas. Mais pas pour une chose ou deux ou trois. Elle a trouvé mon char beau. J'ai trouvé ses cheveux beaux. Sa nouvelle teinture. C'est pas comme ça qu'on marche. Alors, je vis. Comme ici au centre, il y a plusieurs couples qui ont commencé à se former. Puis je pense que c'est des couples qui ne se sépareront pas d'ici là. Pour la simple raison que tout ce que l'un fait et qu'il adore faire, c'est lui. L'autre le fait pour elle. Elle ne le fait pas pour lui, puis lui ne le fait pas pour elle. Alors, ça ne peut pas casser. Lui fait toujours ce qu'il aime pour lui, alors il est lui.
L'autre le connaît comme il est. Puis l'autre va rester comme ça. Puis elle a fait ce qu'elle aime. Alors l'homme la connaît comme elle est. Pas comme elle joue, comme elle est. Et vu que les deux avancent dans le même chemin, ça se sépare plus. Et si en plus on met un enfant à un moment donné à l'intérieur de ça parce qu'on a une raison intelligente d'en mettre un dedans, bien l'enfant avec doit obligatoirement rester lui. Pas devenir ce que nous aimerions. On en parle souvent, ça, qu'on veut toujours que nos enfants deviennent ce qu'on n'a pas pu être, puis ci, puis ça. Moi, j'ai enseigné le judo longtemps à des jeunes, puis quand les jeunes venaient s'inscrire, je leur demandais, c'est ta mère ou ton père qui veut que tu fasses du judo? Alors, ils répondaient, ben, c'est mon père. Mais toi, ça te tente-tu? Ben, pas fait le choix. On les inscrivait. Puis, peut-être qu'un enfant sur 30, ben non, c'est pas mon père, c'est pas moi, c'est pas ma mère, c'est moi qui veux venir. Un enfant sur pas beaucoup. Sur les parents. Alors, on le sait tellement que ça ne nous touche même plus. Puis on continue à être comme ça. Alors, à un moment donné, c'est extrêmement important de bien comprendre que le couple nouveau crée un contexte d'évolution, un cadre d'évolution. Et lorsqu'un enfant vient se placer dedans, le cadre d'évolution doit rester ce qu'il est. Et là, l'homme aime drôlement plus que l'homme ancien. L'amour, c'est lorsque vous permettez à n'importe quoi ou à n'importe qui de venir vers vous. Et l'amour est total lorsque vous permettez à n'importe qui ou à n'importe quoi de s'éloigner de vous. Sinon, vous l'attachez. C'est pas de l'amour. C'est un simulacre d'amour. Je laisse venir à moi ce que j'aime. Donc, ce que j'aime pas, je veux rien savoir. Et je laisse partir de moi tout ce que j'aime pas. Mais ce que j'aime, je le garde. C'est comme ça que l'homme ancien fonctionne. Et c'est pas grave, c'est normal. Cela a été obligatoire parce que sinon, l'homme aurait fait des conneries. Conneries sur lesquelles je reviendrai plus tard, à un autre moment donné. Mais pour l'instant, il est temps que l'homme commence à comprendre ce que c'est l'expression de l'amour intelligent parce que l'homme va commencer à faire des conneries. Peut-être une petite dernière question. Dans le couple nouveau, les deux vont pas mal investir beaucoup d'énergie à l'extérieur du couple. Est-ce qu'ils vont en rester suffisamment de temps pour se régénérer, se reposer, etc. là? Bon, alors prenons un homme, une femme qui ne se connaissent pas, donc qui investissent toute leur énergie à l'extérieur du couple parce que le couple n'existe pas. Un jour, ils se rencontrent. Il y a donc suffisamment d'énergie pour qu'ils se rencontrent. Et pourtant, ils investissaient tout à l'extérieur. Alors, lorsque un couple intelligent, dans le sens de conséquentiel, s'unit, ils peuvent continuer à tout mettre à l'extérieur, ils seront de plus en plus unis, parce que c'est l'extérieur qui les unit. Tandis que si tu veux mettre de l'énergie à l'intérieur du couple, cela veut dire que tu es prêt à te soumettre un peu à l'autre. On appelle ça faire des compromis. Ça paraît moins pire. Et lorsque tu fais des compromis, cela veut dire que ce qui t'énergisait avant, tu en coupes des parties pour que l'autre puisse prendre cette place. Puis à un moment donné, toi, tu dois prendre un peu dans la place de l'autre. L'autre aussi doit faire des compromis. Elle doit se soumettre. Elle est ta femme. Et tu es son mari. Vous possédez l'un l'autre. Et c'est le cas de le dire, d'ailleurs. Posséder. Faites posséder. Complètement. Le couple nouveau ne se fait pas posséder, c'est-à-dire qu'il s'unit. Il s'unit pourquoi? Parce que tout ce qui est à l'extérieur les pousse à être ensemble, alors ils fonctionnent ensemble. Tu peux faire... Qu'est-ce que c'est mettre de l'énergie à l'extérieur du couple? Cela veut dire en mettre lorsque l'autre n'est pas là et que l'autre aimerait que toi, tu sois avec. Lorsque je vais voir un film et que ma femme m'attend toute la soirée sur le divan, ben là, il faudrait que je mette de l'énergie dans le couple parce que ma femme est une têteuse d'énergie et elle en a besoin. Fait que là, de temps en temps, il ne faut pas que je sorte. Faut que je reste là puis que je fasse comprendre que je suis resté parce que je voulais rester pour elle. Puis elle a dit, oh ouais, mais c'est parce que je t'ai demandé, parce que sans ça, tu serais pas resté. Bon. Puis ben oui, mais n'est-ce pas ça? Non, non, sérieusement, je serais resté, puis ouais, mais je te le dis pas, il faut que je te chiale après pour que tu le fasses. Ah, mais chiale-moi pas après, de bord, si je suis pas comme ça, c'est pas de me déformer. Alors là, il faut que je mette de l'énergie dans le couple parce que le couple est en train de se désagréger. Mais ce couple-là n'a jamais existé réellement. Il a existé dans la conscience psychologique des êtres humains, dans la conscience psychologique de la famille, dans la conscience psychologique du juge, de l'avocat ou du prêtre. Mais il n'a pas existé dans la conscience cosmique. Ce couple n'avait pas à être. Et l'homme veut créer des choses qui n'ont pas à être. Alors il met son énergie dans le couple.
Et puis là, ben là, il perd sa job. Ben non, il perd ses chums parce qu'il met plus d'énergie dans ce qu'il devait en mettre. Il en met dans le couple, puis quand il a tout mis dans le couple, l'énergie qu'il ramassait à l'extérieur, il perd l'extérieur, puis quand il ne peut plus en ramasser à l'extérieur, ben il perd le couple aussi. J'en connais assez, moi, qui ont perdu plusieurs de leurs amis, qui ont perdu plusieurs positions, et qui, en fin de compte, ont aussi perdu leur femme ou leur mari. Alors, s'ils auraient perdu un que la femme ou un que le mari tout de suite, ben, il y avait encore leur position, il y avait encore leurs amis, il y avait encore tout ce qui leur permettait d'être eux autres. Le couple nouveau s'unit, et lorsque la femme va au cinéma, la femme va au cinéma. L'homme, il n'est pas là, puis il n'attend pas que la femme le rende heureux. Il n'est pas un têteux. La femme non plus, elle laisse son mari s'en aller, et elle n'a pas besoin de son mari pour être heureuse, parce qu'elle s'assume elle-même. Lorsque mon enfant veut coucher chez le voisin, ben, qu'il couche chez le voisin. J'ai pas besoin de le sentir dans la chambre pour me sentir bien. Je m'assume. Donc, je t'aide pas mon enfant, je t'aide pas mon mari, je t'aide pas ma femme. Et ces couples-là ne se séparent pas. Parce qu'il n'y a aucune foutue raison de se séparer. Il n'y en a pas. Et les enfants sont mauditement bien, puis les parents et les adultes sont drôlement mieux. Tu fais une musique d'intermission, ça? Eh bien oui, c'est très, très, Bon. très perspicace. On va prendre une pause de 20 minutes. Ceux qui ont des questions, je vous invite à les poser par écrit durant la pause et de les laisser ici en avant. Je vous rappelle aussi le spécial.